Ok. Bonjour à tous. Nous vivons actuellement une période troublée. La cause de ce désordre semble être l'apparition inopinée d'un virus de la famille des corona. Cette famille regroupe plusieurs milliers de types de virus, dont 7 sont bien connus et peuvent toucher l'homme, 4 d'entre eux provoquant des rhumes bénins et 3 des pneumopathies sévères. Celui dont il est question actuellement est appelé Covid-19, Covid signifiant Coronavirus Disease et 19 correspondant à l'année de son apparition. Il est repéré officiellement le 17 novembre 2019 à Wuhan, en Chine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 mai 2020, soit quelques jours après l'annonce d'un certain déconfinement en France. Nous avons été noyés sous un nombre conséquent d'informations qu'il nous faut synthétiser. Mais ce travail a déjà été très bien effectué et nous n'en serons ici qu'un relais. Tâchons déjà de dénouer le fil des événements. La ville de Wuhan est mise en quarantaine le 23 janvier 2020. L'OMS déclare l'état de crise sanitaire une semaine après la quarantaine. En France, les autorités sont confiantes et assurent que les Français ne risquent rien. L'Italie est la première à être touchée en Europe. Le premier cas apparaît le 20 février et les chiffres deviennent rapidement alarmants. Elle tente de fermer ses frontières, mais la libre circulation Schengen fait que des voyageurs parviennent toujours dans la région. L'Italie confine l'intégralité de sa population le 10 mars 2020. Le 11 mars, l'OMS déclare l'état de pandémie mondiale et la France institue un conseil scientifique. La France maintient ses élections municipales. Le 17 mars, celle-ci confine sa population et ferme ses frontières. Sur les plateaux télé, des experts passent leur temps à se contredire, rendant impossible tout diagnostic raisonnable de la situation. Au sein des experts, 2 groupes s'opposent, ceux qui sont pour un traitement dont les essais cliniques n'ont pas été prouvés scientifiquement, et ceux qui prônent le respect de l'éthique scientifique, y compris en période d'urgence. Évidemment, nous allons revenir sur cette opposition. La France connaît de graves problèmes logistiques, pénurie de masques, de gel, de respirateurs, et n'effectue pas de dépistage massif, les hôpitaux sont surchargés et les cliniques privées restent vides. Aucun traitement n'est validé par le gouvernement et aucun vaccin n'est envisageable avant des années. Elle prolonge le confinement jusqu'au 11 mai, sans pour autant prévoir de retour à la normale. Entre-temps, le choix du confinement provoque une récession avec une baisse de près de 6% du PIB, la plus forte depuis 1949. Je vous propose de revenir en détail sur chacun des points évoqués en nous concentrant sur la France. La première question, à laquelle nous ne pouvons que partiellement répondre, est celle de l'apparition du virus. Les thèses les plus improbables ont vu le jour, mais il semblerait que le patient zéro soit apparu à Wuhan, seule ville en Chine, où il y a la présence d'un laboratoire P4, P4 signifiant pathogène de classe 4. Autrement dit, c'est un lieu susceptible d'abriter des micro-organismes dangereux. L'une des thèses consiste à dire que le virus se serait échappé volontairement ou non de ce laboratoire. Cependant, la thèse de l'origine naturelle du Covid, par transmission animale, est toujours d'actualité. Ce laboratoire a été inauguré en 2017 par le Premier ministre français de l'époque, Bernard Cazeneuve, et l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est également un établissement français, dirigé jusqu'à il y a peu par Yves Lévy, mari d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Ce laboratoire effectuait possiblement des expériences sur le SARS, qui est officiellement la souche virale du coronavirus, affirmation cependant contestée par certains éminents scientifiques. Tout ceci reste une hypothèse et de nombreux pays réclament une enquête sur l'origine de ce virus. En France, de nombreux concitoyens et médecins ont crié et crient toujours à l'incompétence gouvernementale dans la gestion de cette pandémie. Et ce, tout d'abord, du fait des nombreuses injonctions étonnantes et contradictoires prononcées par nos représentants politiques en l'espace de quelques semaines. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. 365 décès de plus en 24 heures. L'épidémie de coronavirus a franchi un nouveau cap en France. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est des places en réanimation. Mais ça se décrète pas en claquant des doigts. Ce qui est sûr, c'est que les vraies bonnes décisions, elles auraient dû être prises il y a plusieurs mois. Les cliniques privées se mettent au service des CHU de Montpellier et de Toulouse. Les cliniques privées ont été oubliées et ne sont pas utilisées pour accueillir les malades du Covid-19. Évitez 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture des frontières est la règle. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées,
et les universités seront fermées. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Les bourses qui ont une fois de plus plongé aujourd'hui, est-ce que l'économiste que vous êtes est inquiet? Bah oui, je suis inquiet parce que sinon je serais complètement fou si je l'étais pas. Ces masques donc sont livrés très régulièrement. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Et on n'a pas de masque du tout, il faut le dire quand même, parce que personne ne le dit, je suis désolé. Mais nous, on va être en première ligne. Et on n'a rien. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Oui, et après un nouveau changement de doctrine, cela passe désormais en effet, Anne-Sophie, par le port du masque pour chaque Français. Attention. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Ce mécontentement est alimenté par une gestion étrange des stocks de masques dont une partie fut donnée le 19 février à la Chine, alors que nous allions en avoir besoin. De nombreuses entreprises s'étaient également proposées dans la fabrication de masques et de respirateurs, mais leurs propositions restèrent lettre morte. Beaucoup d'industriels m'ont téléphoné aujourd'hui, à quelques heures d'ici, pour me dire nous avons des prototypes, nous voulons faire, et nous n'avons aucune réponse de l'État depuis 2 mois. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. On n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux, on a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques, on n'a même pas le droit d'en acheter. Mais moi, je trouve que cette histoire de masque est la plus scandaleuse depuis le début de cette épidémie. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger. S'ajoute à cela la question de la réalisation d'un dépistage massif. Pourquoi la population ne fut-elle et n'est-elle toujours pas testée en masse? Pourquoi cela est-il si long alors qu'il existe des quick tests réalisables rapidement et que là encore, de nombreuses cliniques vétérinaires se sont proposées pour produire ces tests et n'ont elles aussi pas eu de réponse? En Belgique et en France, 2 scandales. Voilà. Alors, en Belgique, on a une ministre de la Santé, Maggie De Bloch, qui a, pas seule, mais avec d'autres personnes du gouvernement, émis un arrêté royal il y a quelques semaines, qui a interdit l'importation en Belgique des tests, des rapid tests. C'est quoi un rapid test? C'est une goutte de sang au bout du doigt et on teste le sang pour voir si la personne a le virus ou pas. Donc les Chinois et aussi les Sud-Coréens ont mis au point ces tests il y a déjà plusieurs semaines. Ces tests fonctionnent, ces tests sont fiables, ne sont pas fiables à 100%, mais même les tests sanguins traditionnels où il faut attendre plusieurs jours ne le sont pas à 100%. Donc ces tests existent, ils peuvent faire l'objet d'une utilisation de masse. On peut l'utiliser chez des personnes de façon quasiment illimitée, c'est disponible, ça coûte peut-être 4, 5, 6 euros, quelque chose comme ça, et on nous refuse ce test. Or, ces tests sont capitaux pour le personnel soignant. Je souhaite revenir rapidement sur les différentes notions de taux de mortalité qui m'avaient complètement échappé dans ma première phase de recherche et qui sont pourtant essentielles. Le taux de mortalité désigne le pourcentage de morts par rapport au nombre d'individus d'une population donnée sur une période donnée. Cela n'a rien à voir avec le taux de létalité qui, lui, représente le nombre de morts par rapport au nombre de cas recensés. Pour vous prendre un exemple, en France, sur 143 427 cas recensés à ce jour, il y a 28 022 décès, ce qui fait un taux de létalité de près de 20%. Rappelons que le taux de létalité est entièrement gonflé par le manque de tests. En effet, l'OMS précise que les personnes affectées et asymptomatiques constituent une large partie des cas. Donc l'écart entre les cas recensés et les cas réels peut être énorme. Illustrons cela. Si on sait que 100 personnes sont contaminées et que sur ces 100 personnes il y en a 20 qui meurent, cela fait un taux de létalité de 20%. Mais si on élargit les tests et que l'on se rend compte qu'en réalité ce n'est pas 100 personnes mais 2000 qui sont contaminées, le taux de létalité n'est plus que de 1%. Et on sait que ce virus se caractérise justement par sa vitesse de propagation. Ainsi, ne pas tester massivement la population revient à gonfler le taux de létalité, et on peut dire que cela a été le cas en France. La Provence nous dit le 16 avril 2020 que depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne réalise 1 demi-million de tests par semaine, alors que la France arrive péniblement à 130 000. Mathématiquement, plus les cas diagnostiqués sont nombreux, plus la mortalité diminue.
Le taux de mortalité, lui, est complètement différent puisqu'il est calculé sur l'ensemble de la population. Alors, 28 000 décès rapportés à 68 millions de personnes, soit l'intégralité de la population française, cela nous donne un taux de mortalité de 0,04% environ. Dans les médias, on retrouve très souvent cette confusion et Le Monde, dans un article de 2013, nous rapporte que 97% des gens ignorent cette distinction et que 80% des journalistes, y compris scientifiques, participent de cette erreur, ainsi que près de 30% des médecins. Comment expliquer ensuite que la létalité, nombre de décès rapportés au nombre de cas, liés au Covid-19, soit si différente d'un pays à un autre ? La Chine et l'Italie, notamment, affichent respectivement des taux de 2,3 et 7,2%. Les données fournies par la Chine peuvent certes avoir été sous-estimées, volontairement ou non. Mais pour l'Institut supérieur de la santé italien, il existe d'autres biais explicatifs. Une population plus âgée en Italie, 23% des habitants ont plus de 65 ans, donc plus exposés aux formes graves, mais aussi l'absence de définition commune d'un décès par Covid-19. Bref, on ne parle pas de la même chose. En Italie, les statistiques comptabilisent tous les décès survenus chez des patients positifs au Covid-19, indépendamment des maladies préexistantes qui peuvent avoir causé la mort. Or, de nombreuses comorbidités sont présentes chez les patients concernés, cardiopathie, diabète, cancer, antécédents d'AVC. L'absence de définition internationale d'un décès attribuable au Covid-19 pourrait donc expliquer les variations constatées. Information rapportée également par The Telegraph dans un article publié le 23 mars 2020. Donc premièrement, on ne parle pas des mêmes données de pays à pays, létalité-mortalité. Ensuite, le nombre de tests réalisés sur une population fait varier drastiquement les taux de létalité. Selon la quantité de personnes testées, les chiffres vont du simple au décuple. Quant au nombre de décès provoqués par le Covid lui-même, les choix d'attribuer ou non la mort au Covid dépendent des autorités locales et rend donc toute comparaison hasardeuse. Est-ce qu'un patient souffrant d'un cancer en phase terminale et qui attrape le Covid meurt du Covid ? S'ensuit le cas du traitement par l'hydroxychloroquine proposé par un virologue reconnu, le professeur Didier Raoult. Juste avant l'arrivée du virus, alors qu'elle est utilisée depuis des décennies, la législation change autour de cette substance le 19 janvier 2020 et celle-ci devient considérée comme dangereuse et ne peut plus être prescrite sauf cas grave. Rappelons que la molécule était en révision depuis octobre 2019. Donc la chloroquine sous forme d'hydroxychloroquine est utilisée depuis 1949 et on attend octobre 2019 pour réviser sa dangerosité ? Tout de même, cela nous amène à nous poser quelques questions, surtout lorsque l'on prête attention au traitement médiatique autour de cette affaire et autour de ce professeur qui fut fortement décrié. À l'initiative de cette opération qui a créé un scandale national, l'Institut hospitalo-universitaire des maladies infectieuses de Marseille. Et son patron, le médiatique et controversé professeur Didier Raoult. Il est persuadé d'avoir trouvé le remède au Covid-19. Chercheur visionnaire ou charlatan, qui est Didier Raoult et que vaut la chloroquine, son médicament miracle? Je pense que cette histoire va au-delà de toute controverse scientifique. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Que Raoult dit qu'il n'y a que lui. Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain. Mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain, la figure paternelle, rassurante, le druide, les racines françaises, le sauveur. Les messages qu'on reçoit il y a une dizaine de jours, ils sont d'une toute autre nature pour certains, parce que ces messages proviennent de personnalités éminemment reconnues dans le domaine, vous l'avez compris, de la santé, des gens dont on voit régulièrement le visage sur les écrans des télés, sur les chaînes qui se nourrissent du breaking news. Ils font antenne, ces gens-là. Eh bien, ces gens incontestables, ils nous envoient quoi comme message en privé au sujet, vous l'avez compris, de Raoult, de Didier Raoult. Ils nous envoient un message avec écrit en gros « warning ». Attention, ce type est un fou, ne l'écoutez pas. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant on peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuffisant respiratoire. Donc tous les médecins, quand on leur dit écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça ? Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de Plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. Mais c'est qui
Je sais pas, il faut demander au directeur de l'ANSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. C'est qu'il connaît pas un médecin praticien. Parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça. Nous pouvons mentionner les diverses interventions d'une certaine Karine Lacombe, au début très virulente contre le professeur Raoult et anti-chloroquine, puis qui s'est modérée après que l'on ait découvert qu'elle entretenait des liens étroits avec les laboratoires Gilead et AbbVie notamment. Ces derniers s'avérant être des concurrents au traitement proposé par Raoult. Cette même Karine Lacombe, aujourd'hui véritable porte-parole de l'État. Elle vivait dans l'anonymat et la reconnaissance de ses pairs lui suffisait amplement, mais voici désormais la professeure Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, devenue par la grâce d'un passage réussi sur LCI, la coqueluche des programmateurs télé, au point que TF1 lui propose de tripler son salaire mensuel de fonctionnaire pour s'attacher l'exclusivité de son ton réfléchi et pédagogique jusqu'à la fin de la crise du Covid-19. Elle est passée dans de nombreux médias sans que jamais ne soient mentionnés les éventuels conflits d'intérêts auxquels elle pouvait être sujette, de LCI à France Culture. Et elle n'est pas la seule à avoir été encensée par les médias pour critiquer le professeur et la chloroquine, sans en avoir forcément la légitimité. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de dire que le protocole du professeur est miraculeux, d'ailleurs personne ne le dit, mais nous nous étonnons de la façon dont a été traitée l'affaire. Toutefois, il y eut un arrêté le 26 mars autorisant la prescription d'hydroxychloroquine en cas de symptômes graves. Cet arrêté prévoit l'association d'hydroxychloroquine avec 2 anti-VIH, le lopinavir et le rétronavir. Il autorise donc un protocole différent de celui proposé par le professeur Raoult, ce dernier promeuvant l'utilisation de plaquenil et d'azithromycine, traitement coûtant au passage 12 €. Ce qui est étonnant, c'est que 2 jours avant la parution du traité, le quotidien du médecin nous informe que les essais cliniques de ces 2 anti-VIH avec l'hydroxychloroquine sont décevants. Une absence de bénéfice sur le temps d'amélioration clinique entre le groupe traité et le groupe témoin. Alors pourquoi promouvoir cette trithérapie si l'on vient de prouver qu'elle est inefficace, surtout en cette période de crise? Cela n'est pas sans nous rappeler les anciens conflits d'intérêts d'Agnès Buzyn, dont le mari Yves Lévy est directeur de l'ANRS, Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales. Malgré tout ce traitement médiatique et les questionnements qu'a suscité la chloroquine, on apprend que le gouvernement en a commandé en masse pour l'armée. Le ministère des Armées l'a confirmé, il a bien commandé des sels de chloroquine provenant de Chine. Ils permettent de fabriquer l'hydroxychloroquine, le fameux traitement recommandé par le docteur Raoult contre le Covid-19. Et voilà comment le ministère le justifie. Dans le contexte de forte tension des approvisionnements de matières premières à usage pharmaceutique, le ministère des Armées a réalisé un achat de précaution si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19. Avec humour un peu, je lui ai dit vous venez pour sauver des vies parce qu'il vous manque des voix pour la mairie de Paris. Et dites-moi, est-ce qu'elle vous a traité avec l'hydroxychloroquine? On a été très vite confrontés à ça et j'ai été traité avec la... Oh, je viens de perdre le nom, ce que vous dites. L'hydroxychloroquine. Oui, avec la chloroquine, j'ai été traité. Intriguant, n'est-ce pas? Le désavantage du traitement à l'hydroxychloroquine, c'est qu'il ne rapporte presque pas d'argent. Contrairement à la création d'un vaccin qui serait beaucoup plus rentable à produire. Aujourd'hui, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui finance en grande partie la recherche sur le vaccin contre le coronavirus. De nombreux articles apparaissent aujourd'hui pour nous dire que Bill Gates, ce milliardaire philanthrope, ne souhaite pas pucer les gens ou dépeupler la Terre, comme le penseraient certains complotistes. On ne sait pas qui sont ces complotistes d'ailleurs propageant ces thèses, mais on rappelle tout de même que l'Institut de Bill Gates finance des recherches depuis plusieurs années déjà dans la création de carnets de vaccination implantés directement sous la peau. Et ça, c'est le Parisien qui nous en informe le 23 décembre 2019, c'est-à-dire il y a 5 mois. On pourrait aussi questionner le confinement dont l'efficacité n'est pas avérée et dont certains contestent l'utilité. On est quand même dans une colère noire parce que ce confinement n'a rigoureusement aucune raison d'être. Le confinement général de toute une population n'a jamais démontré quelque efficacité que ce soit, même dans les siècles passés. Et ce qu'il faut comme confinement, c'est effectivement, on isole les malades, on isole leurs contacts, mais et les autres, tant qu'on ne sait pas où sont les porteurs, parce qu'évidemment il peut y avoir des porteurs sains, les autres doivent se promener avec des masques. Et chose étonnante, la Suède, qui n'a pas confiné sa population, s'est vue félicitée par l'OMS et désignée comme le modèle à suivre. L'INSEE reste très prudent quant au bilan de la pandémie et nous dit, en outre, la mesure de la mortalité spécifique imputable à un événement exceptionnel tel que l'épidémie de Covid-19 devra aussi être analysée conjointement avec ce qui a pu se passer avant ou ce qui se passera après.
Avant, la clémence de la grippe saisonnière, les mois de janvier et février 2020 sont des points bas de mortalité, a épargné des personnes très fragiles, ce qui a sans doute accru la population à un risque face à cette épidémie. Après, on pourrait constater un déficit de mortalité correspondant aux vies écourtées par l'épidémie, comme cela a pu être après la canicule de 2003. De même, le pic de décès de janvier 2017 dû à la grippe a été suivi par des points bas de mortalité en mars et avril. Au total, ce travail d'évaluation oblige à beaucoup d'humilité dans les projections aujourd'hui et dans les interprétations demain. Il faut se méfier de ceux qui laisseraient croire qu'on peut calculer les effets de tous ces facteurs à chaud sans disposer d'un recul nécessaire sur la crise et ses conséquences. Dans ses publications, Santé publique France pointe que la hausse de la mortalité observée dans les régions les plus touchées est très probablement liée à l'épidémie de Covid-19, sans qu'il soit possible d'en estimer la part attribuable à cette date. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Bon alors, si nous devons faire un bilan de cette gestion politique, médiatique et scientifique de cette pandémie, il risque de ne pas être glorieux. Les pénuries de masques, de respirateurs, de tests, nos responsables politiques qui se contredisent d'un jour sur l'autre, les scientifiques qui sont pris dans des querelles de clochers et dont on ne compte plus les conflits d'intérêts autant financiers que politiques, les journalistes qui sèment la terreur et nous noient sous un flot continu d'informations contradictoires en omettant souvent quelques détails cruciaux, tout ceci a tendance à ternir le tableau et nous empêche de comprendre véritablement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous aurons plus de recul et que les faits seront avérés, certains responsables auront des comptes à rendre. On rappelle que nous n'avons toujours pas récupéré le droit de réunion et de déplacement. Reviendront-ils un jour ? La question reste ouverte. Et puisqu'il est l'heure des conjectures, il est également étonnant que pour sauver des vies, nos gouvernements soient subitement devenus de grands humanistes au détriment de l'économie mondiale. Très suspect dans un monde où la rentabilité a toujours primé au détriment de la santé. Je vous renvoie à la synthèse sur l'industrie pharmaceutique et à la série sur le trafic de stupéfiants. Alors s'il s'avère que l'urgence sanitaire n'est pas si urgente que ça, et qu'elle fut montée en épingle par les médias et les responsables politiques, à qui profite le crime, dirait-on ? Eh bien, le début de la récession économique a démarré en 2019, et le Covid n'est arrivé qu'entre-temps, offrant une tête de coupable idéale à l'effondrement qui nous attend. Pas de responsable politique, pas de responsable économique, c'est la faute du Covid. Mais en plus d'avoir un responsable tout trouvé, la pandémie pourrait constituer une étape vers un gouvernement mondial dont on nous parle maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons afin qu'avant la prochaine inévitable pandémie, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Jacques Attali, mai 2009. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Voilà chers amis, cette émission touche à sa fin. Et n'oublie pas camarades, fais passer l'info.